Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir à Katima. La Namibie, c'est un peu comme un rêve éveillé. Une nature à vous faire tourner la tête. Encore plus d'animaux que dans un film de Disney. Ici, nous avons des buffles, des éléphants, des antilopes, des gnous, des lions, des guépards, et voilà encore des girafes. Dans ce pays grand comme une fois et demie la France, seulement 2,5 millions d'habitants. Ici, tous les animaux sont rois. Il faut y aller. On y va? Oui, il est agressif. Qu'ils soient rares ou exotiques, à 4 ou à 2 pattes, en groupe ou amphibie, ces animaux attirent chaque année plus d'1,5 million de voyageurs en mal d'aventure. La Namibie n'est pas que cette jolie carte postale. C'est aussi la réussite d'un tourisme vertueux. Pour attirer les voyageurs, les habitants ont compris l'intérêt de protéger leur nature luxuriante. Grâce à l'argent du tourisme, ils vivent mieux, et les animaux sauvages aussi. Nous avons passé une semaine sur les routes de Namibie avec John Kassona. Il travaille pour une ONG. 25 ans passés à convaincre les communautés locales de sauvegarder leur environnement. Il s'appuie sur une loi de 1996 qui incite les Namibiens à protéger la faune et la flore. Je suis fier d'être namibien parce que mon gouvernement a passé une loi qui permet aux communautés de prendre part à la sauvegarde de la nature. Et c'est ce qui rend la Namibie si particulière. Si on regarde le paysage autour de nous, on se dit qu'on a beaucoup de chance, parce que tout ça ne s'est pas fait en un jour. Nous devons être reconnaissants envers toutes les personnes qui ont permis de conserver cette nature. John nous emmène dans le nord-ouest du pays, dans la région de Kunene. C'est l'un des meilleurs exemples de la réussite de ce programme. Ici, des espèces menacées il y a 30 ans ont été sauvées grâce aux habitants. Presque chaque jour, ils sont une dizaine à patrouiller dans ce désert pour le protéger. Une nature hostile. Quelques gouttes de pluie par an. Et l'une des populations d'animaux les plus impressionnantes au monde. C'est une hyène. Une empreinte de hyène. Elle est descendue par là. Boas et ses hommes sont gardes forestiers. Leur mission? Protéger un trésor inestimable, le rhinocéros noir, un animal menacé. Nous sommes des gardes du corps pour les rhinos. Nous nous assurons de faire les patrouilles pour les trouver. Et nous combattons aussi les braconniers. Des braconniers qui ont chassé les rhinocéros jusqu'à leur quasi-extinction. Leur corne est utilisée dans la médecine traditionnelle asiatique, elle vaut plus cher que l'or. C'est le signe que les rhinos sont passés. Ils jouent avec les buissons et ils les mangent. Boas et ses hommes doivent recenser tous les rhinocéros, vérifier qu'ils sont en bonne santé et qu'aucun ne manque à l'appel. John vient régulièrement leur prêter main forte. Tu vois, la raison pour laquelle il faut faire attention, c'est que souvent le lion attend à proximité du point d'eau pour attaquer les animaux qui viennent s'abreuver.
C'est pour ça que tu ne dois jamais marcher directement vers l'eau. Il faut faire le tour. Tu vois, ça, ce sont les traces des rhinos. Ils se dirigent vers le point d'eau. Quand j'étais petit, je faisais ça avec mon père. Suivre les rhinos. Et à chaque vacances, j'accompagnais les patrouilles à la recherche des rhinocéros. Donc, je connais la région par cœur. Donc vous avez une bonne expérience. Oui, c'est vrai. Maintenant, j'y vais un peu moins à cause de mon ventre, mais j'ai toujours l'expérience. 2 heures de marche à suivre les traces du rhinocéros. Soleil brûlant, pas d'ombre à l'horizon. C'est difficile de suivre les rhinos. Oui, c'est vraiment fatigant. Parce que l'animal ne marche jamais droit. Il marche en zigzag pour éviter ce qui pourrait lui faire peur. Donc tu ne le verras jamais marcher en ligne droite. Vous auriez pu me le dire avant? Si je te l'avais dit plus tôt, tu aurais ressenti la fatigue. C'est mieux que tu découvres avec nous combien c'est difficile pour mieux apprécier après. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Il va aller regarder. Il est là? Derrière les arbres. Nous l'apercevons enfin. Entre les buissons, à quelques dizaines de mètres. À peine le temps de l'admirer. Mais ces quelques secondes ont suffi aux yeux expérimentés de la patrouille. Elle s'appelle Tingy. Elle est née dans la plaine près d'ici. On la reconnaît grâce à l'étiquette qu'elle porte à l'oreille. Et vous savez combien vous avez de rhinocéros? Oui, je sais. Mais je peux pas le dire. C'est secret ou vous savez pas? Non, je sais vraiment combien il y en a, mais c'est un secret. Vraiment? Oui. Pourquoi? Si on dit au monde combien on a de rhinos, qu'on révèle un nombre exact, les braconniers vont venir les chasser. Ce qui est sûr, c'est que la région de Kunene est l'une des rares au monde où la population de rhinocéros noirs augmente. Je pense que les rhinocéros sont entre de bonnes mains ici. Tous ces gardes forestiers sont très bien entraînés. Ils comprennent le comportement des rhinos et ils arrivent à repérer les traces là où personne d'autre ne peut le faire. La sauvegarde du rhinocéros noir est l'une des grandes fiertés de John. C'est pour lui la preuve de l'intérêt de sa mission. Mais cela n'a pas été facile d'en arriver là. Il a fallu convaincre les villageois de changer leur mode de vie. Avant, ils ne protégeaient pas les animaux. Ils les mangeaient pour survivre. Ça prend du temps de convaincre un membre de la communauté qui est affamé, qui a du mal à trouver à manger, qu'il doit prendre part à la conservation de la nature et des animaux sauvages. John sait de quoi il parle. La mise en place de ce modèle de développement est liée à son histoire personnelle. Tout a commencé ici, dans le village où il a grandi.
C'est de la chèvre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont des gâteaux. Des gâteaux à quoi? Des gâteaux à la graisse. Je finis ça et on y va. John est né en 1971. À cette époque, la Namibie est sous la tutelle de l'Afrique du Sud, qui impose son système de ségrégation raciale, l'apartheid. Les communautés noires sont discriminées. Elles sont privées de leurs terres. Le régime leur interdit même la chasse, alors réservée aux Blancs. Pour nourrir sa famille, le père de John n'a pas le choix. Il doit devenir hors la loi. J'ai grandi dans un village pas loin. Mon père était considéré comme un braconnier. C'est comme ça qu'il a pu nous nourrir, en utilisant les ressources de la nature. En 1982-83, les chefs l'ont nommé ranger, garde forestier. Et du jour au lendemain, il a dû arrêter de chasser. On lui a dit maintenant, tu vas aller surveiller ce que font les gens. À l'époque, plusieurs années de sécheresse menacent la survie des animaux sauvages. Les chefs du village comprennent qu'ils ont intérêt à réguler la chasse. L'idée n'était pas forcément d'arrêter les gens, mais de les amener aux chefs traditionnels et de leur demander pourquoi ils tuaient les animaux. On disait aux gens, n'allez pas tuer les animaux sans qu'on vous en ait donné l'autorisation. Les gens ont commencé alors à comprendre que la nature et les animaux étaient en voie de disparition. On leur disait simplement, pas de chasse sans autorisation. Des années de pédagogie ont porté leurs fruits. Désormais, les populations locales participent même activement à la lutte contre le braconnage. Comme les Imba, une des tribus qui peuplent cette région. John prend rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il y a 2 ans, il a demandé à cet ancien garde forestier d'enquêter sur 3 lions retrouvés morts. S'il trouve les coupables, l'ONG de John lui versera une petite récompense. L'informateur nous demande de rester anonyme. Il craint des représailles. En fait, il vient de nous donner des informations confidentielles sur un incident qui s'est passé ici. 3 lions ont été empoisonnés par des fermiers à quelques kilomètres au nord de la ville. La majorité des arrestations vient aujourd'hui des membres des communautés elles-mêmes, qui trouvent des informations et contactent la police, ou le ministère de l'Environnement, les ONG et les chefs de village. John transmettra les informations détaillées à la police en charge de l'enquête. S'ils sont reconnus coupables, les fermiers pourraient finir en prison. Les paysans sont les derniers à convaincre. Ils n'ont aucun intérêt à protéger les animaux sauvages. Dans ces régions reculées, les lions dévorent leur bétail, les éléphants piétinent leurs récoltes. Il y a 1 an, Dominique Machili est réveillé pendant la nuit par un lion qui attaque ses vaches. Le lendemain matin, c'est avec les gardes forestiers qu'il a constaté ces pertes. C'est ici que ça s'est passé? Ouais, ici. Et c'est vous qui avez pris la photo? Oui, c'est moi qui suis venu prendre la photo. Je suis venu avec lui. Moi, j'ai perdu 3 vaches. En une nuit? Sur plusieurs nuits. Mais pendant la même période? Oui, pendant la même semaine. J'ai perdu environ 2000 €.
Tout ça, ça nous coûte de l'argent. Parce que si la communauté veut protéger les animaux sauvages, nous, les fermiers, ça nous coûte de l'argent. On va dépenser beaucoup pour remplacer notre bétail. Les fermiers touchent des réparations, 100 € par vache perdue. Une somme symbolique pour apaiser leur colère et les convaincre qu'ils ne sont pas totalement oubliés. Tout cet argent nécessaire à la protection de la nature vient de l'industrie du tourisme. Et là encore, les populations locales sont directement impliquées. Elles sont organisées en conservancies, un terme difficile à traduire. Ce sont des communautés de villageois qui gèrent le développement touristique sur leurs terres. Les bénéfices de cet hôtel, par exemple, profitent aux 2300 habitants de la région. Il est en pleine nature et organise des safaris. On appelle ça un lodge. C'est une grande chambre pour une famille. Bertha, l'adjointe du gérant, travaille ici depuis 6 mois. Voilà la chambre principale. La chambre pour les enfants est à côté. Ils sortent par ici. Ils peuvent aussi s'installer sur la terrasse pour voir le coucher du soleil. La communauté tire profit du lodge parce que le lodge doit payer une somme tous les mois, une sorte de loyer pour l'utilisation du terrain. Car le terrain appartient à la communauté elle-même. Chaque année, ce lodge rapporte 136 000 € à la Conservancy. Il est aussi tenu d'employer en majorité des villageois. Comme Rona, elle a 28 ans, un salaire de serveuse, 100 € par mois. Grâce à ça, elle fait vivre 11 personnes de sa famille. J'ai 4 frères, mais ils ne travaillent pas. J'ai aussi une sœur. Et votre sœur, elle travaille? Non, elle ne travaille pas non plus. Il n'y a que vous qui travaillez? Oui, il n'y a que moi qui travaille. Oui, Pour tout le monde. oui. Pour ma mère, pour mon enfant aussi. Vous avez un enfant? 3 enfants. Ce lodge forme aussi les membres de la communauté au métier de l'hôtellerie. Toutes ces obligations sont formulées dans un contrat. C'est le contrat? Oui, voici l'accord signé entre notre Conservancy et le lodge. L'objectif du lodge ici, c'est d'essayer d'améliorer les conditions de vie des membres de la communauté. Il fournit des emplois et il forme les gens aussi. Si le lodge ne respecte pas ses engagements, la communauté pourra l'attaquer en justice. En Namibie, il y a aujourd'hui 82 conservancies. Et le travail de John, c'est de veiller à leur bon fonctionnement. Ce jour-là, il est accueilli par Bota Sibungo, le président de Salambala, la plus ancienne communauté. Elle représente les intérêts de 8500 membres. Notre Seigneur Jésus-Christ, protégez ce programme, car c'est vous qui êtes tout-puissant. John vérifie qu'il touche bien les revenus garantis par la loi. Notamment ceux liés au safari des touristes qui viennent chasser. La communauté tire ses revenus de 2 sources, le tourisme et la chasse. La chasse, c'est un sujet sensible, mais ici en Namibie, il s'agit d'une chasse contrôlée.
On sélectionne les animaux sur des critères scientifiques et en fin de compte, c'est le ministère de l'Environnement lui-même qui délivre les permis. Cette année, cette communauté a touché 150 000 euros. C'est ce comité, élu par les villageois, qui décide comment l'argent est dépensé. C'est le devoir de notre comité de faire comprendre aux gens ce qu'ils ont à y gagner. On investit dans des projets durables, permanents, et les bénéfices sont répartis équitablement dans toute la communauté. Grâce à cet argent, le quotidien des habitants a été bouleversé. Où est-ce que vous nous emmenez? Je vous emmène voir le projet qui permet à toute notre communauté d'avoir accès à l'eau potable. Elle est puisée dans un puits en béton. Et combien de personnes profitent de cette citerne? Tout le monde ici. Ça fait une centaine de personnes? Plus ou moins 1000 personnes. 1000 personnes profitent de cette citerne construite avec l'argent de la Conservancy? Oui. Ça permet d'améliorer la vie des gens. Et c'est bien parce que ici, on ne veut pas dépendre du gouvernement pour ce genre de choses. Ces programmes permettent aux communautés d'être autonomes. L'eau courante n'est pas qu'un confort. Les crocodiles qui peuplent la rivière, où les villageois allaient chercher de l'eau, ont fait plusieurs victimes par le passé. Dans le village de Bamounou, à quelques kilomètres, les habitants ont désormais l'électricité. Vous pouvez voir là-bas. Le lampadaire? Oui, le lampadaire. Toutes les maisons ici sont raccordées au réseau électrique. 5 transformateurs ont été installés. Un investissement de 12 000 euros. Salut. Pour Sally, c'est une révolution. Donc c'est votre frigidaire. Oui, c'est mon frigo. Vous l'avez acheté quand? Je l'ai acheté cette année. Ce système nous permet d'avoir un métier, de l'argent et de la nourriture. Vous auriez pu acheter un transformateur sans l'aide de la communauté? Non, bien sûr que non. Ça coûte beaucoup trop cher. Plus de 2 000 euros. Donc sans la communauté, vous n'auriez jamais pu ouvrir votre magasin? Non. Et avant, vous faisiez quoi? Avant l'électricité? Avant, je ne vendais rien. Pour vous, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup. Moi, ça a changé ma vie. Grâce à son magasin, Sally peut enfin gagner de l'argent pour nourrir son enfant. Comme elle, une cinquantaine de familles ont vu leur vie touchée par la fée électricité. Dans ce pays en développement, 200 000 personnes pourraient sortir de la pauvreté grâce à ces communautés. Et notamment les paysans. Ici, la terre cultivée à la main est souvent l'unique moyen de subsistance. Un village vient de faire une nouvelle acquisition pour améliorer les rendements. C'est leur fierté. Ce tracteur nous a coûté 36 000 euros. Et vous voulez en acheter 5. Oui, un pour chaque village. Enthousiaste, John espère que ces exemples inspireront d'autres communautés. Avec le tracteur, ils vont pouvoir améliorer leur vie ici, gagner plus d'argent, envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils deviennent médecins. Dans cette région rurale, les écoles sont rares. Pour certains élèves, le chemin de l'école peut prendre plusieurs heures à pied tous les matins. 4 plus 5. Qui peut me donner la bonne réponse? 250 élèves, entre 6 et 20 ans, sont scolarisés ici.
Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est un dortoir pour l'école. Et à quoi il va servir ce bâtiment? L'intérêt de ce bâtiment, c'est pour les élèves qui viennent de loin. C'est un vrai problème. On avait vraiment besoin de trouver une solution pour les héberger au sein de l'école. John espère qu'un jour, ces communautés pourront vivre entièrement de leurs terres, leur héritage le plus précieux. Mais il sait que cet équilibre est fragile. Depuis peu, des entreprises étrangères s'intéressent de près aux ressources minières du Kunene, le territoire des rhinocéros noirs. Un nouveau combat pour sauvegarder cette région convoitée, où il aimerait que cohabitent les hommes et la nature, pour l'éternité.